va commencer, donc bon, j'ai pas laissé le quart d'heure montpelliérain, il est que 11h10, peut-être que les gens arriveront d'ici là. Bon, je pense que les fêtes ont dû faire leurs effets, c'est-à-dire que l'information a été pas forcément, a été éventuellement oubliée, ce qui fait que, bon, je trouve que le public est un peu parsemé aujourd'hui. Donc, on va commencer cette conférence. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir donc Michel Aglietta pour la présentation de son livre donc, qui s'intitule Un New Deal pour l'Europe, livre écrit avec Thomas Brandt, qui est aujourd'hui au CEPI et qui était à l'époque au Conseil d'analyse stratégique. Donc je vais rappeler très brièvement qui est Michel Aglietta. C'est un professeur d'économie émérite à l'Université de Paris-X-Nanterre, qui est conseiller scientifique au CEPI, au Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui a été membre du Conseil d'analyse économique, qui a fait partie de l'Institut universitaire de France. Pour les étudiants ici présents, vous avez en face de vous quand même le fondateur d'une école de pensée, hein, qui est la théorie de la régulation, donc ça ne court pas les rues, hein, un économiste français, fondateur d'une école de pensée. Alors, vous pourrez aller voir après dans les ouvrages quels sont les enseignements à tirer de cette école de la régulation. Et puis il a aussi aujourd'hui une fonction assez importante puisqu'il est membre du Haut Conseil des finances publiques, qui est un organisme indépendant dirigé par le premier président de la Cour des comptes, qui est Didier Migaud. Et ce Haut Conseil est chargé d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement et également de vérifier la cohérence de la trajectoire du retour à l'équilibre des finances publiques dans le cadre des engagements français en Europe. Donc vous avez là quelqu'un aussi qui est spécialiste des finances publiques, qui travaille d'ailleurs à l'heure actuelle beaucoup sur les questions de finances publiques et de dette publique. Alors il est ici pour présenter son livre sur donc, Un New Deal pour l'Europe, donc je l'ai écrit avec Thomas Brandt. Alors je vais faire une brève introduction, même si sa présentation va, je dirais, très largement dépasser ce que je vais dire. Donc essayer un petit peu de vous donner quelques éléments à comprendre avant d'entendre les points plus particuliers qu'il va être amené à développer. Alors dans ce livre, on a une analyse très fouillée, très détaillée, des causes profondes de la crise dans la zone euro. On y trouve également le fait que cette crise dans la zone euro a été un terreau assez fertile du fait de ces déficiences structurelles et qui fait que la crise a eu un impact très fort dans cette zone. Alors même qu'au départ, hein, la crise est une crise financière aux États-Unis, une crise de l'endettement privé. Hein, il ne faut surtout pas l'oublier, ne pensez surtout pas que la crise que nous traversons est au départ une crise des finances publiques. C'est une crise financière de l'endettement privé. Mais ce que montre Michel Aglietta, c'est que crise financière aux États-Unis ou pas, hein, la zone euro était destinée à connaître une crise profonde du fait de ces déficiences structurelles. Donc il y a un vice originel, il y a un péché originel dans la gouvernance même et dans la structure et dans l'organisation de cette zone euro. Alors ce vice, ce péché originel réside d'abord, hein, c'est un point qui prend pas mal de place dans l'ouvrage, dans ce qu'il appelle l'incomplétude de l'euro. Hein, l'euro est une monnaie incomplète. Ça va peut-être vous paraître surprenant, l'euro n'est pas une vraie monnaie. Hein, n'est pas une vraie monnaie. Alors certes, hein, c'est la monnaie qu'on utilise nous dans les échanges et qui fait que nous participons à la monnaie, nous participons à cette communauté des échanges qui est liée par l'euro, mais c'est une monnaie qui est étrangère à tous les États. Ça c'est très important à comprendre, alors que dans le cas normal, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc., eh bien vous avez forcément un lien entre la monnaie et la dette publique. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord revenir à ce qu'est fondamentalement la monnaie. Alors, on essaye très souvent de nous présenter la monnaie comme une marchandise comme une autre. Ce n'est pas une marchandise comme une autre. C'est un vecteur du lien social, c'est un contrat social. Et la monnaie, c'est en fait, hein, pour ceux qui ont commencé à étudier un petit peu ces mécanismes-là, c'est la dette ultime qui est reconnue et acceptée par tous. Donc c'est un bien commun. Hein, c'est un bien collectif, c'est un bien commun, et c'est la dette de la société dans son ensemble sur elle-même.
Et donc par conséquent, de ce point de vue-là, la monnaie ne peut pas être considérée ou n'a pas la même nature qu'une dette privée. Donc c'est un bien très particulier, c'est un bien commun, vecteur du lien social. Et puis nous avons également un deuxième bien commun. Et c'est là on va faire le lien avec, je dirais, la dette publique finalement. Nous avons notre bien commun qui s'appelle la dette sociale. La dette sociale, c'est quoi? C'est tout simplement la dette que nous avons, nous individuellement, en tant que citoyens, vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et cette dette sociale, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le capital productif, le capital social, pardon, collectif, formé par les biens publics dont nous disposons. Nous bénéficions d'infrastructures, d'un service de santé, d'un service d'éducation. Et pourquoi y a-t-il ce lien entre monnaie et dette sociale? C'est parce que tout simplement la monnaie est ce en quoi la dette sociale est honorée. Ce en quoi les impôts sont prélevés. Les impôts étant la contrepartie du financement, tout simplement, de ce capital collectif. La conséquence, c'est quoi? C'est que la monnaie, elle a un pouvoir libératoire sur toute dette dans l'espace de souveraineté de l'État. Donc vous avez forcément, normalement, un lien organique entre l'État et la Banque centrale. Vous avez d'un côté la Banque centrale qui est indépendante, qui doit tout simplement, qui est indépendante de la réalisation de ses missions, qui n'a pas de pouvoir institutionnel d'ailleurs pour modifier ses missions et qui doit rendre des comptes sur la réalisation de ses missions auprès normalement de représentants élus de la nation. Et puis de l'autre côté, vous avez l'État qui est le garant du capital de la Banque centrale. Et dans ce cas-là, la Banque centrale doit jouer normalement le rôle de prêteur en dernier ressort dans un système financier dont le pivot est en fait la dette publique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre-là, vous avez une organisation très particulière, unique au monde, qui est la zone euro. C'est-à-dire que vous avez tout simplement un euro qui a un statut unique dans le monde, avec une banque centrale qui est une instance monétaire qui n'est placée sous l'autorité d'aucun pouvoir souverain. Donc le lien entre monnaie et dette publique n'existe pas. La Banque centrale, c'est la seule instance fédérale dans un ensemble de nations qui ne sont pas unies par une institution budgétaire fédérale. Et là, vous avez une organisation très particulière, ce qui veut dire que l'euro n'est pas adossé à une dette sociale reconnue dans le même espace. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est interdit, dans le traité, il est interdit pour la Banque centrale d'acheter des titres de la dette publique. Et là, vous avez un des premiers vices, une première aberration de l'union monétaire, c'est-à-dire qu'en fait, la BCE, c'est un terme qu'utilisent les auteurs, la BCE émet une monnaie qui est déterritorialisée, qui est utilisée sur chaque territoire, comme le serait en fait une monnaie étrangère en change fixe, et dans un système de paiement unique. Donc l'euro n'est la monnaie d'aucun État. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc les pays de la zone euro sont privés du lien organique entre banque centrale et État souverain. Alors, il faut bien prendre conscience de ça. C'est une question qu'on ne se pose même pas dans les autres pays. Prenez simplement le cas du Japon. Dette publique 240% du PIB. On ne se pose pas la question de la soutenabilité des finances publiques au Japon. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'à un moment donné, eh bien, s'il le faut, eh bien, on sortira du marché de la dette publique et l'État monétisera la dette. On monétisera la dette et on sait très bien qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus de problème. C'est ce lien organique qui existe au Japon qui n'existe pas dans la zone euro et qui entraîne que, eh bien, la zone euro se prête, bien évidemment, à, je dirais, dislocation dès lors qu'une grave crise commence à émerger. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que normalement, ça devrait être la maîtrise politique de la dette sociale qui devrait permettre de stabiliser la finance, et non pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir ce qui en fait se passe aujourd'hui, plus ou moins dans la zone euro, ça ne devrait pas être les marchés qui devraient discipliner les États. Donc on ne devrait pas être sous le diktat des marchés, ne serait-ce que parce qu'on devrait normalement pouvoir sortir du marché cette dette, monétiser cette dette. Donc ça c'est un premier point important, un premier péché originel dans la structure, dans l'organisation de la zone euro. Deuxième péché, c'est que finalement, l'union économique et monétaire, on pourrait plutôt parler d'union monétaire certes, mais de désunion économique. On a assisté, même avant la crise, même avant qu'elle ne se développe à partir de 2008,
on a assisté dès le début de la zone euro à une divergence réelle des pays européens. Des différences, des augmentations, enfin des écarts de compétitivité qui se sont accrus. On a eu des dysfonctionnements qui se sont cumulés, les économies ont divergé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'insiste bien, même avant l'éclatement, enfin la crise qui démarre aux États-Unis, qui ensuite arrive en Europe. Bon, premièrement, le schéma sur lequel, le schéma vertueux qui avait été vendu, si vous voulez, pour tout simplement expliquer ce qui allait se passer dans la zone euro, n'a pas fonctionné. Quel était ce schéma vertueux? C'est assez simple, hein. Avec l'euro, les taux d'intérêt allaient baisser, il va y avoir une convergence vers, par exemple, les taux allemands, il va y avoir un taux d'intérêt unique. Ce qui, dans les pays du Sud, vous aurez eu une forte baisse des taux d'intérêt, il y aurait eu, normalement, les investissements auraient dû venir s'investir dans ces économies-là, mais les capitaux auraient dû venir s'investir dans des investissements productifs. Derrière, attrait de capitaux, investissement productif, augmentation de la productivité, les salaires pouvaient augmenter, mais les salaires étaient gagés sur des gains de productivité, et donc par conséquent, il n'y avait pas de problème de compétitivité. Normalement, dans le schéma idéal. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que oui, les pays ont connu un afflux de capitaux, mais le problème, c'est que la finance, se détournant du financement de l'économie, hein, ce qui est le propre même d'une finance qu'on laisse libre à elle-même, eh bien, ces capitaux très importants ont cherché les rendements les plus importants et sont allés dans la spéculation. Le cas le plus typique, c'est l'Espagne, avec une bulle immobilière extraordinaire. Conséquence, il y a eu une très forte demande, excès de demande, inflation, augmentation des salaires, mais augmentation des salaires non liée à des gains de productivité, dont les coûts unitaires de production ont explosé. Et donc, par conséquent, la compétitivité s'est dégradée dans ces pays. Vous avez eu en plus des pays plus fortement inflationnistes, avec un taux de change qui ne bouge pas, un taux de change nominal fixe, le taux de change réel s'apprécie, et donc par conséquent, perte de compétitivité. Conséquence, c'est que finalement, vous avez des écarts de compétitivité qui se sont cumulés. Il suffit de regarder, certains ont eu la chance d'avoir ces slides-là, il suffit de regarder l'évolution des soldes courants depuis l'année 2000, donc on n'attend pas 2007, pour voir véritablement une polarisation des situations avec, grosso modo, je résume, un bloc germanique de plus en plus excédentaire, et puis des pays du Sud de plus en plus déficitaires, avec des pays comme la Grèce qui avoisinait avant la crise, avec un déficit courant de l'ordre de 15% du PIB, et ont dépassé allègrement les 10% pour la plupart des pays du Sud. Donc des pays qui avaient un mode de croissance qui était basé sur l'endettement. Parce que quand vous avez un déficit courant, ça veut dire que vous accumulez des dettes. Donc non soutenables bien évidemment, et c'est pas un hasard si la crise a, je dirais, concerné aussi la Grèce, qui était un peu le maillon faible de l'économie européenne. Donc là, vous avez les deux vices très importants qui témoignent que, eh bien, il y avait des incohérences dans l'organisation de la zone euro, et finalement la crise financière aux États-Unis a été qu'un catalyseur dans l'histoire. Ça a accéléré, ça a permis de faire émerger au grand jour ces dysfonctionnements, mais ils étaient préalables à la crise. Ce que mettent aussi en avant les auteurs, et ça c'est assez intéressant, c'est que certes les problèmes sont endogènes et liés à la gouvernance même de la zone euro, mais ils auraient pu être anticipés. On avait, je dirais, des éléments liés à la recherche économique, aux travaux de certains économistes qui pouvaient laisser penser qu'on connaîtrait ce type de problème. Alors, j'en ai noté deux, il y en a plus que ça. Les deux oublis, enfin les deux éléments marquants qui auraient pu, je dirais, éveiller certains esprits, c'est premièrement ce que j'appelle l'oubli du rapport Werner, c'est-à-dire ce rapport qui avait été remis en 1970, qui avait été remis et qui avait été présenté dans le but d'élaborer un projet d'union économique et monétaire, qui était un rapport qui s'appuyait sur le triangle d'incompatibilité dans les rapports économiques internationaux et qui préconisait, pour aller vers l'union économique et monétaire, une démarche séquentielle en 3 étapes. Et vous allez voir ce qu'on y disait, et vous allez voir qu'on y retrouve aujourd'hui les manques de l'organisation, en tout cas de la structuration de la zone euro. Bon, premièrement, il disait on va aller vers, je dirais, une interpénétration croissante des marchés financiers, donc un espace financier intégré, chose que l'on a eue. Deuxièmement, il préconisait la nécessité d'une harmonisation fiscale. On est en 1970. En disant il faut absolument éviter les mouvements de capitaux déstabilisants,
afin de décourager éventuellement les arbitrages qui pourraient découler de législations nationales différentes. Donc il préconisait l'harmonisation fiscale. Ça doit résonner dans la tête de certains, puisque c'est quelque chose que l'on reproche évidemment aujourd'hui, la concurrence par le bas, par exemple. Et puis, ce rapport préconisait aussi la mise en place d'indicateurs d'alerte pour guider une coordination des politiques conjoncturelles, donc attribuer des pouvoirs de politique économique au niveau communautaire, etc. Et il évoquait même la notion de modèle social européen. Bon. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de dire la monnaie unique, sans harmonisation fiscale et sociale, on peut douter de son avenir, ou en tout cas, on peut considérer que le scénario de l'éclatement de la zone euro peut parfaitement être crédible s'il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale. Dit autrement, dans ce rapport Werner, qu'est-ce que l'on avait? Eh bien, on avait finalement l'avancée vers l'union économique, mais dans le cadre d'une recherche de solutions dans l'action collective au plan budgétaire. Donc cette dimension collective qui manque fondamentalement aujourd'hui dans, je dirais, la gestion politique des problèmes de la zone euro, et qui marque d'ailleurs, la crise de la zone euro est aussi ça, l'échec de la coopération intergouvernementale. Dans la logique intergouvernementale, chaque État fait d'abord valoir ses propres intérêts, et il n'y a pas d'émergence d'emblée de, je dirais, l'intérêt commun. Quel est l'intérêt commun de la zone? Eh bien ça, dans une logique intergouvernementale, ça a beaucoup de mal à apparaître. Deuxième, je vais aller plus vite, deuxième élément marquant qui aurait pu mettre la puce à l'oreille et se dire que là, ça allait se développer dans ce sens-là, bon, ben, c'est tous les travaux de Paul Krugman, notamment liés à l'économie géographique. Michel en parlera peut-être, c'est tout simplement, Paul Krugman disait que dans l'union économique et monétaire, on allait avoir forcément une spécialisation de l'implantation des activités économiques sur les territoires. Dit autrement, du fait des rendements d'échelle et du fait des effets d'agglomération que génèrent les économies d'échelle et les externalités également, eh bien les régions qui sont les plus riches au départ sont de plus en plus riches et les régions qui sont pauvres au départ sont de plus en plus pauvres. Bref, vous avez, je dirais, une accumulation des avantages, une accumulation des désavantages. Les avantages comparatifs, pour ceux qui sont un petit peu sur les théories du commerce international, sont endogènes, ils se cumulent, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. L'Allemagne a bénéficié dans l'industrie notamment de l'exploitation des rendements d'échelle dynamiques. L'Allemagne a exploité ses avantages de départ qu'elle avait déjà d'ailleurs dans les années 70 et 80. Et l'union monétaire, la zone euro, a participé à tout simplement faire perdurer et faire augmenter ses avantages. Conséquence, évidemment, c'est que vous avez une disparité des positions compétitives, ce que je disais tout à l'heure. Ces phénomènes d'accentuation des avantages comparatifs se cumulent dans le cadre de l'union économique et monétaire du fait de l'absence de politique industrielle. Il n'y a pas de véritable politique industrielle comprise comme un projet d'ensemble portant sur l'organisation territoriale des activités productives. Donc, toujours pareil, l'intérêt commun, l'organisation d'une politique industrielle qui permettrait également de redynamiser les territoires, etc. Donc là, vous avez deux éléments qui pouvaient laisser penser qu'on pouvait, c'est pas une surprise finalement de ce qui se passe, et quelqu'un comme Michel Aguilita n'est pas surpris de ce qui s'est passé finalement à partir, je dirais, de 2007-2008. Autre point important, là je passe vite, c'est que le livre s'intéresse, mais ça il va le développer, s'intéresse fortement sur les questions budgétaires, sur la dégradation des finances publiques, en rappelant que la dégradation des finances publiques est une conséquence, ce n'est pas la cause de la crise financière, les États sont intervenus, et les États ont dû intervenir parce qu'il s'agissait de contrecarrer la baisse de la demande privée. Il s'agissait tout simplement de contrecarrer les forces dépressives liées au désendettement du secteur privé. Heureusement qu'il l'a fait. On a essayé d'ailleurs d'éviter les effets négatifs qu'on avait identifiés dans les années 30. Donc évidemment, les soldes publics se sont dégradés, les dettes publiques ont augmenté. Alors la question n'est pas de savoir s'il faut assainir ou pas les finances publiques, la question est le rythme. Et puis la structure des ajustements. Donc là c'est pareil, il y a toute une partie dans le livre qui témoigne, qui développe le fait que, contrairement là aussi à ce qu'on veut essayer de nous faire penser, l'État c'est pas un ménage, l'État c'est pas une entreprise. Donc on ne gère pas les finances publiques de l'État comme on gère les finances publiques d'un ménage ou d'une entreprise.
Et surtout, dans cette phase d'assainissement budgétaire, les auteurs s'intéressent d'assez près et détaillent d'assez près des expériences de consolidation budgétaire qui ont réussi. C'est-à-dire, on peut consolider les finances publiques sans mettre à mal, je vais dire, la croissance potentielle des économies. C'est le danger actuellement. Je vais y venir dans un instant. Alors, il y a les exemples scandinaves, au début des années 90, il y a le cas du Japon, et puis il y a le cas également des États-Unis, lors, je dirais, de la période du New Deal et l'erreur qui avait été faite, notamment en 1937, d'un retournement, enfin d'une consolidation trop rapide, d'un assainissement trop rapide. Donc, c'est le temps long, l'assainissement plutôt sur long terme. Pourquoi? Parce que le véritable critère qui est important en termes de finances publiques, c'est la soutenance des finances publiques, la soutenabilité des finances publiques, pardon. Or là, on est sur un critère de long terme, on n'est plus dans une gestion comptable des finances publiques, à savoir à marche forcée assainir les finances publiques, avoir 3% absolument, alors c'était 2013, maintenant c'est 2015, tous les pays font la même chose en même temps, et puis on s'étonne de savoir, d'apprendre que les multiplicateurs budgétaires sont beaucoup plus importants que ce qui avait été anticipé. Rappelez-vous, peut-être certains s'en rappellent, du mea culpa des experts du FMI, qu'il avait largement sous-estimé. Ben oui, quand vous êtes en phase de récession, que le secteur privé est en phase de désendettement, oui, les multiplicateurs budgétaires, alors là, à l'inverse, sont encore plus importants qu'en situation normale. Donc les politiques de consolidation n'ont aucune efficacité. S'il suffit d'emporter la preuve, il n'y a qu'à voir le cas grec, on va de plan d'austérité en plan d'austérité. Les recettes fiscales que l'on pensait avoir, on ne les a pas, donc comme on ne les a pas pour atteindre les objectifs, on fait un plan d'austérité supplémentaire. Et puis vous n'avez qu'à regarder le cas de la zone euro. Quand vous regardez les perspectives de croissance économique de la zone euro, eh bien, on peut dire quasiment encore aujourd'hui que la zone euro est un petit peu la zone malade de l'économie mondiale. Bref, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la soutenabilité de la dette. Et là, évidemment, le grand résultat auquel on parvient, c'est que quand on veut assainir les finances publiques, ça ne passe pas forcément uniquement par la baisse du déficit primaire. La soutenabilité de la dette est d'autant plus soutenable que les taux d'intérêt réels sont bas et que la croissance économique est forte. Donc si vous voulez assainir véritablement de manière intelligente les finances publiques, il faut mettre en contribution la politique monétaire, de manière à essayer de maintenir les taux d'intérêt plutôt bas, essayer de gagner du temps de ce point de vue-là. Donc évidemment, penser à la coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, ce qui est assez difficile dans le cas de la zone euro. Et puis il faut avoir une stratégie de croissance. Évidemment. Et c'est dans ce cadre-là que doit s'intéresser et doit se placer la consolidation budgétaire. Alors, les auteurs développent ces thèmes-là, notamment dans le cadre de la stratégie de croissance, c'est quelle croissance pour l'Europe dans le futur? Que faire pour alimenter et maintenir la croissance potentielle dans la zone euro? Et le danger qu'ils y voient, c'est que finalement, on est en train d'assainir les finances publiques avec une vision très comptable, et puis il y a une part des dépenses publiques qui est en train, de payer les pots cassés, ça s'appelle les investissements publics. Or, on sait, il ne faudra pas dire après qu'on ne savait pas, ou que les économistes ne savaient pas, ou que les économistes n'étaient pas capables de le dire, on sait que les investissements publics, ce sont des dépenses qui sont un facteur de productivité des facteurs privés. Les entreprises privées sont contentes d'être dans un territoire, sur un territoire, dans un pays, les infrastructures sont de bonne qualité, ça améliore leur productivité, donc c'est facteur de croissance. Et les investissements publics sont aussi facteurs d'attractivité des territoires. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien connues, bien identifiées. Et quand on regarde aujourd'hui l'assainissement des finances publiques, on peut se dire l'assainissement passe par, des compressions extrêmement importantes dans les investissements publics. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train, sous couvert d'assainir les finances publiques, de mettre à mal la croissance potentielle future dans la zone euro? Est-ce que les générations aujourd'hui ne pourraient presque pas attaquer les États pour non-assistance à générations futures en danger, en disant on n'investit pas de manière supplémentaire les investissements, et donc on ne met pas en place, si vous voulez, les conditions favorables, ne serait-ce aussi que pour guider les investissements privés par la suite. Alors, Michel va en parler par la suite, je pense. Évidemment, la question qui se pose, c'est où est la frontière, où est la croissance future? C'est tout simplement le développement durable. C'est là que l'Europe a un rôle important à jouer. C'est la future frontière technologique. Donc, dans un cadre organisé, structuré, coordonné au niveau européen, c'est comment faire pour que, effectivement, l'Europe puisse être à la pointe
et puisse être à la frontière technologique et développer l'innovation. Il y a toute une réflexion d'ailleurs sur la compétitivité d'une nation qui est tout à fait intéressante dans l'ouvrage. Bref, j'en dis pas plus, je pense que j'ai déjà largement dépassé le temps qui m'était imparti. Donc vous avez compris que dans ce livre, on a une analyse de la crise, on a également une présentation très claire des propositions de réforme institutionnelle et de politiques structurelles à mettre en place pour faire en sorte que l'Europe sorte du déclin dans lequel elle est insérée. Donc les auteurs appellent aujourd'hui à une véritable régénérescence de la zone euro. La crise européenne aujourd'hui arrive, je dirais, à un moment politique. Sans institution politique fédérale, il n'y a pas d'avenir pour l'euro et pas d'avancée démocratique qui pourrait permettre aux citoyens de lui donner la conviction qu'il appartient à un destin commun. Donc voilà, très rapidement décrit un petit peu ce que l'on peut trouver en préambule dans ce livre. Je pense que Michel, puisque le livre était sorti en mars 2013, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Il va nous refaire la même chose. Donc il va donc, je pense, prendre appui sur ce que je viens de dire pour développer des points peut-être plus actuels sur, je vais dire, les manquements et ce qu'il faut faire dans le cadre de la zone euro. Tu vois, tu y arrives, non, tout à l'heure je n'y suis pas. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, d'autant plus que c'est un livre de grande taille, enfin il y a pas mal de pages, et qui touche beaucoup de sujets. Donc je ne pouvais pas tout faire aujourd'hui avec vous. Et en particulier, toute l'analyse du passé, de la crise, reste implicite, sauf qu'elle a été explicitée avant moi, et ça c'est évidemment un gros avantage. En effet, la question qu'on a aujourd'hui, c'est, vous avez les élections européennes dans 2 mois, dans 3 mois, enfin au mois de mai, enfin. Et ça risque d'être une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la zone euro est d'une très grande faiblesse économique, où le chômage est très élevé et où la désillusion des populations est énorme. Et donc, cette idée qu'on a vraiment besoin d'un intérêt collectif pour que chaque pays de l'Europe puisse se reprendre, il ne peut pas le faire tout seul, mais les institutions qui permettraient de le faire, donc c'est bien ce qui a été dit tout à l'heure par Pascal, les institutions qui sont à un niveau politique européen, fédéral, n'existent pas. Évidemment, on pourrait dire que la meilleure manière de faire, ça serait de faire une convention parlementaire qui instituerait un pouvoir politique européen, qui instituerait un parlement de plein droit, et on partirait avec ces institutions, puis on commencerait à faire le changement économique qui nous est nécessaire. Et ceci est politiquement totalement incompatible, car en Europe, évidemment, toute institution doit être légitime, doit être fondée démocratiquement, et on est dans une situation où, d'une part, les divergences sur la notion de souveraineté, les divergences sur qu'est-ce que ça doit être qu'un pouvoir politique européen sont très grandes, et surtout les citoyens ne suivent pas. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut montrer qu'on peut commencer à changer les structures économiques et obtenir des résultats pour dégager un intérêt collectif, pour montrer à la population que, en particulier, la baisse du chômage implique une coopération dans les politiques économiques, une coopération dans l'offre, dans la capacité de rénover la croissance, pour qu'on puisse en effet retrouver un climat politique qui permettra de faire avancer les institutions au niveau où ils doivent être, c'est-à-dire compléter l'euro par une souveraineté politique européenne. Donc c'est là-dessus que je vais essentiellement, compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons, me mettre à parler, c'est comment aujourd'hui concrètement essayer de relever la croissance européenne, comment avoir un projet qui soit un projet de renouveau et qui redonne au progrès social un certain sens. Voilà le problème, ce qu'on appelle régénérer l'Europe. Donc c'est les 2 derniers chapitres en fait du livre, les chapitres prospectifs sur le futur. Donc je vais parler du futur. Et pour cela, il faut quand même avoir un diagnostic sur le fond, c'est-à-dire l'Europe est en déclin, pourquoi est-elle en déclin, comment ça se mesure. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, et ça c'est récent,
après maintenant 7 ans de crise. Le fait de penser que la crise est un orage et que le beau temps revient après l'orage de lui-même, c'est une idée qui commence véritablement, même parmi les gens les plus optimistes, à ne plus avoir prise. On voit bien qu'on a un phénomène d'insertion, de l'affaiblissement des économies qui devient structurel et que par conséquent la croissance se ralentit, et se ralentit durablement. C'est ce qu'on appelle, il y a un nouveau terme qui a surgi récemment, la stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'au-delà d'une reprise conjoncturelle, évidemment on a été en récession 2 ans, cette année on va avoir une croissance légèrement positive, mais on ne sait pas du tout vers quoi ça peut aller ensuite. C'est-à-dire que rien n'indique que l'on puisse sortir d'une croissance qui serait en dessous de 1%, au maximum de 1% par an. Et on est menacé du pire, on est menacé d'une déflation. C'est-à-dire que les prix sont maintenant, les derniers chiffres des prix sont un glissement en dessous de 1%, en hausse des prix, 0,6, 0,7%. Ce qui fait qu'on est vraiment soumis à n'importe quel choc. N'importe quel choc à ce niveau d'inflation venant de l'extérieur eh bien, peut nous mettre en déflation. Et une fois que vous êtes en déflation, vous n'en sortez plus. Voilà le danger. Et donc, pour sortir de ce danger-là, il traduit en tout cas l'affaiblissement de l'Europe. Et donc, voyez un peu ce qui est... Et donc, qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel ? L'essentiel pour la croissance, c'est la productivité, c'est l'innovation, c'est l'investissement. Regardez ce qui fait le plus problème. Ce qui fait le plus problème en Europe, c'est la décroissance de l'investissement sur très longue période. Et quand Pascal disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui résulte de la crise de 2007, mais c'est un affaiblissement beaucoup plus important. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. À partir des années 1980, vous avez un surgissement du taux de profit, en fait du taux de marge des entreprises, le taux de marge qui a baissé fortement au cours des années 70, mais vous voyez qu'il baisse sur longue période, le taux de marge. Mais l'accumulation du capital est très forte dans la période qui est de l'après-guerre et jusqu'au milieu des années 70. Puis ensuite, ce que vous avez, c'est une crise profonde dans les années 70, qui est une crise de l'inflation, une déflation, enfin une désinflation, et puis un changement radical de mode de régulation du capitalisme, avec la financiarisation de l'économie. La financiarisation de l'économie, c'est pas seulement l'essor massif du système financier, la globalisation financière, c'est la financiarisation qui s'insère très profondément à l'intérieur des entreprises et il change le business model des entreprises en profondeur. Et en particulier, vous voyez ce que ça fait un surgissement extraordinaire du taux de marge et un surgissement du taux de marge qui ensuite va rester stable bien que la croissance ralentisse perpétuellement. Et la croissance ralentit perpétuellement parce que le taux d'accumulation du capital baisse beaucoup. Donc, les entreprises sont dans un mode d'incitation, en ce qui finalement définit l'essentiel, c'est-à-dire le niveau de l'emploi global de l'économie, le niveau des revenus, la progression des revenus dépend des choix des entreprises. Et dépend des choix des entreprises qui vont se traduire ou non par de l'investissement productif qui va lancer la productivité ou pas. Eh bien, on vit dans un mode de régulation qui est antagonique à l'investissement. Parce que ce mode de régulation dit valeur actionnariale est déterminé par un but de l'entreprise qui n'est plus la croissance, la progression dans le temps et la répartition des richesses entre les parties prenantes de l'entreprise, ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, les collectivités locales dans lesquelles elle est insérée, etc., les biens publics auxquels normalement elle doit participer, parce que c'est son environnement. Non, c'est une seule chose, maximiser le rendement des actionnaires.
Et donc, ça crée ce phénomène, et et ça, c'est vraiment la base de tout. Vous allez le voir théoriquement ici. Donc, pourquoi il y a donc ce déclin de l'investissement? Il y a ce déclin de l'investissement finalement parce que la contrainte financière imposée sur les entreprises a cru énormément avec le changement de mode de régulation, une régulation partenariale avec partage salaire-profit, si vous voulez, partage des gains de la croissance, à une régulation exclusivement en faveur du rendement financier de l'entreprise. Alors, vous voyez que fait une entreprise? Finalement, quels sont les paramètres de décision des entreprises pour arriver à investir? C'est son taux de profit, bien sûr, son taux de marge, hein? C'est-à-dire dégager une marge de profit sur les coûts. C'est le point essentiel. Mais ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ça dépend d'un paramètre essentiel qui est le taux de distribution des dividendes. Tout ce qui sera distribué en dividendes ne servira pas à l'accumulation de capital. C'est aussi le taux d'endettement, c'est-à-dire est-ce que j'accepte de m'endetter beaucoup ou bien est-ce que je peux m'endetter beaucoup, est-ce que c'est intéressant, ou bien est-ce que je dois faire mes investissements sur mes fonds propres. Et c'est évidemment le taux d'intérêt, car le taux d'endettement va dépendre du taux d'intérêt. Donc vous avez, vous avez le taux d'accumulation. Vous avez 5 variables, vous avez le taux de profit, le taux de marge, pardon, la part de la valeur ajoutée en profit. Vous avez le taux d'accumulation qui dépendent du taux de distribution de dividendes, de la structure de financement, c'est-à-dire du taux d'endettement, et par conséquent du marché financier par l'intermédiaire du taux d'intérêt. Eh bien, ça se traduit, ce modèle-là, se traduit, si vous prenez le diagramme de gauche, par une contrainte financière qui traduit la relation entre le taux de profit et le taux d'accumulation lorsque les autres variables ont été décidées, ou lorsqu'elles ont été fixées par compromis, consensus, ou ce que vous voulez, lorsqu'elles sont fixées. Pour un taux d'endettement donné, pour un taux de dividende donné et le marché financier ayant fixé un taux d'intérêt, vous avez une relation croissante entre le taux de marge et le taux d'accumulation du capital, c'est-à-dire le taux d'investissement, qui est la contrainte financière. Et puis les entreprises subissent évidemment une contrainte sur leur marché de ce qu'elles vendent, le marché des produits, qui est la contrainte de concurrence, qui introduit la notion de compétitivité, et qui dit que si pour un taux de marge élevé, vous pouvez l'obtenir en montant vos prix, et si vous montez vos prix, vous, évidemment, êtes moins compétitif sur le marché, vous perdez des parts de marché, et en conséquence, vous perdez des recettes, et vous perdez une masse de profit, finalement. En croyant augmenter le taux de profit, vous perdez la masse des profits, et donc vous pouvez moins investir, et c'est une relation décroissante qui est la contrainte concurrentielle. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé, c'est le graphique de droite, ce qu'entraîne fondamentalement le changement du mode de régulation, c'est que la contrainte financière a pivoté dans le sens d'une contrainte plus lourde sur les entreprises. Elles doivent distribuer plus de dividendes et elles doivent faire monter leur cours boursier pour respecter les critères d'entreprise financiarisée. Résultat, la contrainte financière pivote vers la gauche et vous voyez que ça se traduit par le fait que le taux de profit peut monter, il monte et il reste ensuite à un niveau très élevé, avez-vous la courbe de tout à l'heure, alors que le taux d'accumulation va baisser parce que l'entreprise n'est plus dans les conditions où elle peut investir comme elle le faisait avant. Ça, et vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement profond, hein? Ça ne concerne pas seulement l'Europe, mais en Europe, le problème se pose particulièrement parce que nous avons eu un endettement très élevé des entreprises, beaucoup plus que celle des entreprises américaines. Aux États-Unis, c'est les ménages qui sont endettés, et pas les entreprises fondamentalement. Nous avons un mode de financement dans lequel les entreprises dépendent énormément des banques. Tant que le taux d'endettement, si vous voulez, a pu monter, ceci contrecarrait en quelque sorte la pression
au rendement financier qui est recherché, c'est-à-dire au développement des dividendes, etc., c'était contrecarré par l'endettement. Donc on a fait une fuite dans l'endettement pour pouvoir tenir un certain rythme de croissance. Et puis lorsque la crise est arrivée dessus et que le taux d'endettement a atteint ses limites, cette fois-ci, évidemment, l'accumulation du capital s'est véritablement effondrée. Ce que vous avez ici, hein, rappelez-vous, dans le graphique de droite ici, vous voyez qu'on est resté sur un palier assez bas par rapport à celui de la haute croissance. De toutes les manières, on avait une faible croissance, mais une croissance qui tenait la route à peu près pour maintenir un taux de chômage à un niveau stable. Et là, maintenant, il s'effondre complètement depuis 2008. Voilà, donc ça, c'est le point essentiel. À partir de ça, beaucoup de choses vont en tirer. Parce que quand on n'investit pas, si vous voulez, uniquement pour augmenter le volume de la production à structure donnée, à qualité donnée. Quand on investit, on incorpore du progrès technique. Et donc, si on investit moins, on incorpore moins de progrès technique. Et en particulier, les dépenses d'investissement les plus faciles à couper lorsqu'on réduit le taux d'accumulation sont des dépenses, évidemment, de recherche, ce qui apparaît pas comme du capital directement pour les entreprises dans sa comptabilité, ce qu'on appelle les actifs intangibles, donc en particulier la formation de la main-d'œuvre. Énormément de choses vont être coupées. Et vous voyez ici les conséquences que ça peut avoir. Vous voyez, c'est pas évident parce que c'est une courbe un peu compliquée en ce sens qu'il y a beaucoup de pays, mais c'est la recherche-développement, donc elle est un élément crucial de l'innovation et donc de la croissance de long terme pour l'ensemble des pays de l'OCDE, tel que l'OCDE l'a pu obtenir une série assez longue jusqu'à 2010 sur une trentaine d'années. Eh bien, ce qu'on voit, c'est fondamentalement que les pays qui sont en tête dans l'effort d'innovation à partir de cet indicateur de recherche sont les Asiatiques, hein, Japon et Corée, et sont les pays scandinaves. En dessous de ça, vous avez deux pays qui restent à peu près stables en intensité de recherche-développement, c'est-à-dire ratio recherche-développement sur PIB, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Et des pays qui déclinent, c'est la France et le Royaume-Uni, et puis d'autres pays qui sont évidemment encore bas, mais qui montent assez rapidement, c'est les pays émergents. Si vous regardez maintenant à droite, car là, à gauche, c'est la recherche-développement totale, y compris celle de l'État. Si vous regardez à droite, vous avez la recherche-développement des entreprises. Et là, c'est évidemment quelque chose de crucial. Vous avez en France un niveau très faible finalement par rapport au niveau à ce qu'est ce pays, qui est la cinquième économie quand même encore du monde en termes de PIB, de PIB par habitant d'après les données internationales. Eh bien, le niveau de recherche-développement des entreprises est bas. Il est même très bas, 1,4 pas plus. Alors que vous avez 2 environ pour les pays les plus, comme la Suède dépasse 2, l'Allemagne et les États-Unis sont autour de 2, et puis vous n'avez aucune recherche d'entreprise pratiquement en Italie, en Espagne, dans les pays d'Europe du Sud. Donc une partie, vous voyez, de l'écart énorme dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on a parlé sur l'hétérogénéité de l'Europe et la polarisation, elle est nourrie par ce processus. Y a-t-il accumulation qui favorise la recherche, le développement et l'innovation, ou n'y a-t-il pas? Et vous avez un écart qui s'accroît entre les pays européens. Une autre chose que je n'ai pas indiquée ici, mais qui est assez spectaculaire, c'est la robotisation de l'industrie. La France a un retard insigne en termes d'achat de robots industriels chaque année, non seulement par rapport à l'Allemagne, mais même par rapport à l'Italie. Et ceci dure depuis le début des années 2000. Donc voilà un affaiblissement important. L'autre élément qui a entraîné, on a dit, l'Europe prend des choix totalement hétéroclites et conflictuels, c'est l'énergie. On est aujourd'hui dans un chaos énergétique total en Europe. Ce chaos énergétique s'est accentué parce que l'Allemagne a décidé d'un coup d'arrêter le nucléaire, alors que la France a confirmé un choix nucléaire. L'Allemagne a décidé d'aller à fond dans le sens du renouvelable, alors que les conditions économiques n'étaient pas réunies. Le résultat, c'est que finalement, parce que évidemment, le renouvelable a comme
défaut d'être une énergie intermittente. Donc elle ne peut pas faire l'énergie la base de l'énergie stable, si vous voulez, donnant un minimum d'électricité suffisant pour faire tourner les économies. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, aux États-Unis, vous avez eu le gaz de schiste et par conséquent une baisse du coût de l'énergie aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que les centrales à charbon américaines fonctionnent au maximum et qu'on importe, l'Allemagne importe beaucoup plus de charbon qu'avant. Et donc, elle a donc des centrales thermiques à charbon, elle augmente sa pollution alors qu'elle avait pris, soi-disant, une politique qui était pour développer le renouvelable. Vous voyez disons, l'incapacité des dirigeants européens de mener des politiques cohérentes, à quoi ça mène? Ça mène en particulier comme résultat à un coût de l'électricité qui a augmenté 38% depuis 2005 en Europe, alors qu'il a baissé aux États-Unis. Voilà un problème de compétitivité, si vous voulez, extrêmement sérieux et qui résulte de l'absence de politique commune. Donc, s'il y a un secteur dans lequel il faut avancer, c'est bien le secteur énergétique. Et l'autre, vous voyez qu'ici vous avez l'élément final de ce que je vous ai dit, les conséquences sur la productivité. Vous voyez que depuis 2007, la productivité stagne dans la zone euro, pour ce qui est de la productivité du travail, et pour ce qui est ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire la mesure en quelque sorte du rythme du progrès technique, eh bien en fait décroît. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, vous voyez que le niveau de progrès technique, le niveau si vous voulez, de technologie mesuré globalement par cette notion de productivité globale des facteurs décroît en Europe depuis 2007. Donc c'est ça l'affaiblissement profond. Lorsqu'on en est là, on ne peut pas avoir une situation dans laquelle le chômage peut être maîtrisé. On peut avoir des expédients, des politiques d'emploi subventionnées par l'État, etc., pour dire je vais faire baisser le taux de chômage à la fin de l'année. Ça ne sert à rien, évidemment. Pour pouvoir lutter profondément contre le problème du chômage, il faut résoudre l'ensemble des problèmes dont nous venons de parler et qui affaiblissent l'Europe. Et donc voilà un peu, alors qui souffre le plus? Évidemment ceux qui créent le plus d'emplois. Vous voyez, le problème de l'emploi va se trouver, c'est que les PME vont souffrir énormément de cette situation, et en particulier aujourd'hui les PME n'investissent pratiquement pas. Parce que la demande est trop faible et ça a un effet multiplicateur sur les PME qui est beaucoup plus important que sur les grandes entreprises, qui peuvent substituer des choses, qui peuvent aller à l'étranger, qui peuvent maintenir un niveau d'activité, etc. Les PME sont totalement dépendants à la fois de ce coût du capital sur lequel ils sont, si vous voulez, se cassent la figure aujourd'hui, et sur le manque de demande surtout. Résultat, vous l'avez ici. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce lien entre PME et puis finance, est dans les deux sens, certainement. Les PME sont les plus atteintes par la crise d'ensemble dont on vient de parler, de l'offre et de ce manque d'investissement, mais ça apparaît pour elles non pas directement comme un problème de donner des dividendes, puisque la plupart des PME sont non cotées. Cela dit, ceux qui financent les PME, eux, ils arbitrent évidemment par rapport à la contrainte financière. Les financiers arbitrent par rapport à ça. Eux, ils sont tenus par leur propre niveau. C'est-à-dire que les banques ont des actionnaires. Et donc les banques cherchent aussi un niveau très élevé de rentabilité. Par conséquent, le crédit aux PME n'est pas important, n'est pas intéressant dans les conditions actuelles. Les PME demandent du crédit uniquement pour survivre, c'est-à-dire du crédit de trésorerie, en quelque sorte. Résultat, qu'est-ce qui est le plus grave là-dedans? Est-ce que c'est l'offre de crédit aux PME qui les squeeze, alors qu'elles voudraient bien, si vous voulez, avoir plus de crédit pour produire, ou bien est-ce que la demande de crédit des PME s'est effondrée parce que, de toute manière, il n'y a pas de débouché pour elles? Eh bien, vous voyez que là, j'ai repris, en cumulant les enquêtes que la BCE fait tous les trimestres, rassemblant de tous les pays d'Europe,
en demandant au PME est-ce que vous avez eu le crédit que vous voulez ou est-ce que vous demandez autant de crédit qu'avant. Donc, ça donne, si vous voulez, la contrainte d'offre de crédit et la contrainte de demande. Vous voyez que si vous prenez le tableau de gauche, il y a donc, ça c'est le nombre de mois, on la mesure comme ça, hein, nombre de trimestres, pardon, sur la totalité des trimestres qui va sur 4 ans, là, hein, sur lesquels les entreprises considèrent que l'offre de crédit est restreinte, c'est-à-dire qu'elles auraient bien voulu avoir plus de crédit, mais les banques ne leur ont pas donné. Les conditions de crédit n'étaient pas en état pour elles. Mais vous voyez que ça s'étale, hein, mais pour la France, c'est 9 trimestres quand même. Hein, 9 trimestres sur le total d'un... 16 trimestres en fait. Hein. L'Italie, c'est la totalité du temps. Mais si vous allez de l'autre côté, vous voyez que le nombre de trimestres dans lequel les entreprises déclarent qu'elles demandent moins de crédit, eh bien, est encore plus important que le montant si vous voulez, de restriction de l'offre. C'est-à-dire que vous avez les deux côtés affaiblissent complètement l'ensemble des entreprises de taille moyenne et petite, mais la demande de crédit, c'est-à-dire l'insuffisance de la demande globale qui s'adresse à elle, est l'élément qui reste prépondérant. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond, la crise dans laquelle on est. Et donc comment faire hein, comment faire? Donc c'est cette idée de ce qui a été dit, il faut, pour mettre un terme au déclin économique, pour l'inverser, pour lutter contre cette stagnation séculaire, c'est l'ensemble du processus investissement, innovation en productivité qui doit être revu hein, et qui doit être modifié. Donc c'est en effet quelque chose qui est de côté d'offre, mais encore une fois, attention, contrairement aux théories standards pour qui l'offre est exogène par rapport à la demande, ceci est impossible si vous n'avez pas une demande qui est suffisamment soutenue. Et soutenu de manière régulière. Et donc les deux aspects vont ensemble. Et donc ça renvoie à cette notion de fond. Qu'est-ce qui fait une croissance dans le cadre d'une économie ouverte, dans le cadre des problèmes de compétitivité? Et on arrive à cette question de fond, il faut commencer à résoudre ça, pour pouvoir lancer une stratégie dans un sens qui puisse ne pas aller dans une impasse. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité des nations? La plupart des gens sautent à pieds joints parce que ça paraît évidemment le plus naturel sur le plan, si vous voulez, des choses évidentes. Ben, c'est comme la compétitivité d'une entreprise. On va considérer que la nation est une grande entreprise. Hein, et par conséquent, comme la compétitivité d'une entreprise, il faut que ses prix baissent le plus vite. Plus ses prix baisseront, plus elle sera compétitive, plus elle gagnera des parts de marché. Alors on va dire aux nations, ben, faites baisser tout. Les salaires, tous les prix, etc. Puisque vous ne pouvez pas déprécier votre monnaie, vous êtes dans le cadre de la zone euro. Et ça a été cette fameuse idée désastreuse d'évaluation interne, ce qu'on a appelé d'évaluation interne. Et pourquoi c'est absurde? C'est absurde parce qu'une compétitivité de nation n'a rien à voir avec une compétitivité d'entreprise. C'est les macroéconomiques. Le macroéconomique n'est pas le microéconomique. Cette idée est fausse suivant laquelle l'agent représentatif, en quelque sorte, l'entreprise gonflée à l'état d'une nation n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens du point de vue de la théorie économique standard, c'est ça qui est plus elle. En effet, vous devez sans doute savoir, si vous avez fait de l'économie suffisamment, que les relations, si vous voulez, les échanges internationaux sont guidés par ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Hein. Mais les avantages comparatifs sont relatifs. C'est-à-dire que chaque pays a une distribution de ses facteurs de production, de ses ressources, et sous l'hypothèse qui est celle de la théorie standard, que les avantages comparatifs sont exogènes, ce sont des ressources qui sont données, alors tout le monde peut exporter quelque chose.
puisque, étant relatif, si vous voulez, on trouvera toujours, s'il y a compétition, s'il y a concurrence, un prix d'équilibre des différents biens les uns par rapport aux autres, par rapport auxquels certains pays vont exporter certains biens et en importer d'autres. Mais le commerce international sera toujours en équilibre. Ricardo n'a jamais dit que l'Angleterre qui exportait du drap, qui à l'époque était le produit industriel le plus important, début du 19e siècle, était plus compétitif que le Portugal qui exportait du vin. Ça n'a aucun sens. Hein? Les deux sont en équilibre parce que chacun exporte ce pourquoi il est le plus qualifié. Donc, la notion de compétitivité n'a pas de sens. Alors, pourquoi, et Krugman a sans arrêt mis l'accent là-dessus en disant vous les Européens, vous êtes obsédés par la compétitivité. Vous feriez mieux d'être obsédés par l'innovation. Mais en effet, la compétitivité reprend sens au niveau des États si les avantages comparatifs, au lieu d'être supposés exogènes, sont eux-mêmes endogènes. C'est-à-dire si c'est l'accumulation du capital, dont on parlait tout à l'heure, l'investissement qui produit des avantages comparatifs qu'on n'aurait pas eu autrement. Ce ne sont pas des ressources qui tombent du ciel, qui sont données ou qui sont enfouies sous la terre, ce sont des capacités d'innovation, des capacités de progrès technique qui sont inscrites dans l'investissement, il faut investir pour ça. À ce moment-là, vous pourrez réintroduire une notion de compétitivité. Et cette notion de compétitivité est essentiellement hors prix. Hors prix. C'est-à-dire, c'est en effet comment on organise de l'industrie de telle manière qu'elle puisse, si vous voulez, développer des types de production, donc des avantages comparatifs qui n'existaient pas jusque-là. Donc si ça n'existait pas jusque-là, c'est hors de la théorie des avantages comparatifs standards, puisqu'elle, elle suppose que la liste des avantages comparatifs sont donnés. Donc, et ça c'est la nouvelle théorie du commerce international, ou nouvelle théorie géographique, et c'est celle qui a entraîné les polarisations industrielles et la désindustrialisation. Dans la mesure où il n'y a eu aucune politique industrielle en Europe dans les années 90-2000, et qu'on a introduit un grand marché, on a introduit ce qu'on appelle des rendements constants d'échelle, c'est-à-dire que la taille de ce que vous vendez devenant pour les Allemands un marché intérieur de 80 millions d'habitants, il est passé à un marché de 300 millions avec la constitution de la zone euro. À ce moment-là, celui qui est déjà le plus industrialisé va être capable de faire des progrès de productivité plus rapides que les autres et chasser les autres du marché. Donc, en effet, avec rendement croissant, dans le cas où les avantages comparatifs sont endogènes et fonction de l'importance de la demande, à ce moment-là, vous avez un processus de polarisation qui se fait. Certains pays se désindustrialisent et d'autres se réindustrialisent. Si aucune autre force, notamment d'action politique, va à l'encontre de ce processus-là qui devient déterminant. Et donc la question, c'est celle-là. C'est celle de comment développer ces avantages comparatifs en organisant l'industrie à ce qu'on appelle des systèmes industriels, c'est-à-dire des modes d'organisation des entreprises qui réalisent ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire des avantages qui ne sont pas inscrits dans les prix et qui produisent des progrès de productivité pour l'ensemble des entreprises participant à ces systèmes. Silicon Valley est un système de ce type. Bangalore est un système de ce type. Le Mittelstand allemand, dont je vais reparler, est un système de ce type. En Europe, en France, nous n'avons pratiquement pas de système d'innovation. Et donc la constitution de systèmes d'innovation, c'est-à-dire d'interrelations entre les entreprises, encore une fois, qui ne passent pas par les prix. Donc ils ne sont pas directement dans un processus de concurrence. C'est la base de la politique industrielle. Vous voyez, la politique industrielle aujourd'hui, ce n'est pas pour l'État de trouver à la place des entrepreneurs quels sont les bons secteurs, quelles sont les bonnes productions. C'est de coordonner les relations entre les entreprises pour qu'elles produisent ensemble de la formation, de la technologie, et ensuite elles se débrouillent à être compétitives chacune de leur côté. Mais sur une base qui est accrue, une base de ressources,
qui est accrue par cette organisation qui, elle, est hors marché. Voilà le cœur de la question. Dès lors qu'on n'est pas capable de faire ça, nous n'avancerons pas. Par contre, si on fait ça, on aboutit à ce cercle vertueux que vous voyez en bas, c'est-à-dire, plus la demande est élevée, plus on va investir, car tout se passe comme si vous reprenez les deux graphiques, le graphique tout à l'heure, avec la courbe de la contrainte financière et la courbe de la contrainte compétitive, créer des systèmes industriels et créer des... Je vais d'ailleurs y revenir, je reviendrai après dans l'autre sens. Créer des systèmes industriels qui soient efficaces, c'est faire en sorte que la courbe décroissante de la contrainte concurrentielle pivote vers le haut. C'est-à-dire qu'on est moins dépendant des prix pour vendre. Et en conséquence, vous voyez que ça permet d'accroître le taux d'investissement. Et en accroissant le taux d'investissement, si vous avez, je ne l'ai pas fait ici, mais si vous prenez une deuxième courbe rouge qui a pivoté vers le haut, le taux d'investissement va être, pour la même contrainte financière, le taux d'investissement va être plus haut qu'il ne l'aurait été autrement. Donc ça, c'est l'effet système d'innovation. Donc on comprend en ce genre de choses. Et donc quoi faire? Quels sont les éléments cruciaux? Si on a compris que c'était ça qu'il fallait faire, et qu'il faut sortir totalement de la logique de la commission, disons du département de la concurrence de la commission, qui est exclusivement tiré du côté du consommateur. Ça ne s'intéresse absolument pas aux entreprises, ça s'intéresse qu'aux consommateurs. Et que dire, ce qui nous intéresse en Europe, c'est de se préoccuper des producteurs. Il faut donc fabriquer ces systèmes industriels. Et quels sont les différents éléments, si vous voulez, les différents blocs et les différentes politiques qu'il faut pour fabriquer ça. C'est ça qui est évidemment important maintenant. Alors, les premiers facteurs renvoient au travail, après tout. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise si vous ne considérez pas l'entreprise du point de vue Wall Street, c'est-à-dire du point de vue valeur actionnariale, où l'entreprise n'est que, si vous voulez, une propriété des actionnaires. Et si vous la considérez comme une équipe qui a des capacités, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de compétences mises ensemble grâce justement à la constitution de ces systèmes industriels, eh bien la question c'est qu'est-ce qui est le plus efficace dans les relations à l'intérieur des entreprises? Quelle est la gouvernance des entreprises qui peut remplacer évidemment cette domination de l'actionnaire pour aller dans le sens de l'entreprise tournée vers le programme? Eh bien, vous avez fondamentalement les relations de travail qui sont décisives. Les relations de travail en France sont exécrables. Vous voyez que c'est en effet, ça nous met en perspective la tentative du président de la République de dire il faut sortir de ça, il faut tenter de faire une social-démocratie, il faut tenter de mettre ensemble et de faire se parler les salariés et les entrepreneurs. Mais c'est timide et c'est un début. Mais effectivement, c'est ça qui est crucial. Il est montré quand même de manière assez fréquente, si vous voulez, par pas mal de travaux de monographie, que la productivité est fonction de la participation, de l'implication des salariés. Et donc, il faut fabriquer une gouvernance dans laquelle les salariés aient des motivations à s'engager en quelque sorte dans des relations collectives, c'est-à-dire l'idée d'une équipe. C'est une manière de représenter l'entreprise, ça aurait été intéressante, pour pouvoir obtenir ça. Ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose en particulier, et vous voyez qu'on ne peut pas faire ça uniquement en disant c'est les relations de travail qui sont en cause. Parce qu'il faut un environnement de gouvernance qui le permet. Donc, un environnement de gouvernance qui va donner une trajectoire, qui va donner une vision à la direction de l'entreprise pour développer des projets qui durent dans le temps. Si au contraire, vous êtes dans une situation où la gouvernance actionnariale dit « moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'avoir un profit immédiat très important, donc ce morceau d'entreprise ne m'intéresse pas, donc je le vends ».
hein, donc je fais du jeu de mécano sur les entreprises. Il est clair que, et en même temps, un maximum de pression sur les salariés pour dégager le dividende, il est clair que vous ne pouvez pas avoir de participation qui soit tenue véritablement et qui puisse engager des projets communs dans lesquels toutes les parties prenantes de l'entreprise sont là. Et donc, il faut un actionnariat stable. Il faut qu'il joue le jeu du long terme. Or, aujourd'hui, sous la pression financière, il ne joue pas le jeu du long terme, dans beaucoup de pays. Donc, la question, elle est là. Ça suppose un changement de gouvernance. Pour que véritablement ça le soit, il faut que les salariés soient aussi dans les organes de direction de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils soient dans les conseils d'administration, et en tant que salariés. Hein, ce n'est pas la même chose qu'un fonds de pension salarié. C'est les salariés de l'entreprise qui doivent être présents dans les conseils d'administration pour participer à la totalité des décisions de l'entreprise. Donc voilà, premier élément, donc, un changement profond des relations de travail est une gouvernance qui permet de le supporter. Le deuxième élément, c'est que ça suppose ensuite quelque chose qui dépasse l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que dans un tel contexte, il doit y avoir de la mobilité forcément, puisque si vous vivez dans un monde où l'innovation se développe, vous avez des entreprises qui meurent, d'autres qui sont des start-up, d'autres qui croissent, d'autres qui ne croissent pas. Vous avez un univers dans lequel ça bouge beaucoup au plan microéconomique, l'essentiel étant que le système d'innovation dans son ensemble doit produire de la croissance, mais pas chaque entreprise en particulier. Ce qui veut dire que la question n'est pas de protéger les emplois, la question est de protéger les salariés, les travailleurs, et en leur permettant de changer d'emploi lorsque c'est nécessaire. Pour cela, il faut qu'ils soient formés, et qu'ils soient formés sur toute la vie. C'est-à-dire qu'il y a des conversions qui soient possibles, et qui soient des conversions progressives et non pas régressives. Ce type les Allemands ont ça. Nous ne l'avons pas en France, c'est-à-dire ce type d'éducation sur toute la vie, de formation. Les Scandinaves ont développé essentiellement ça quand ils ont eu une crise financière, pour pouvoir rebondir. Donc vous voyez, ça suppose un environnement plus général de la relation sociale. Et donc il faut construire des relations sociales de participation. Et vous voyez que c'est très intéressant par rapport à la théorie de la régulation. Ce qui s'était passé dans l'après-guerre, ça a été plutôt une séparation entre le monde de la production qui était laissé au pouvoir des managers et des technocrates, mais on vivait dans un univers où la progression du progrès